Bonjour à tous, bienvenue sur Remarque, le podcast qui parle influence. Comment Instagram réussit à nous nourrir chaque jour? Média de divertissement, source d'inspiration et d'information, derrière ces images et ces vidéos se cachent des personnes, des histoires et des convictions. Ils sont créateurs de contenu, militants, coachs, anonymes, agences ou marques. Instagram fait partie de leur quotidien. Ils en ont fait un métier ou l'utilisent pour changer le monde. Je m'appelle Margot et je vais chaque semaine à la rencontre de personnalités suivies, commentées, adorées, détestées et convoitées. Nous parlerons de leurs histoires, de développement personnel, d'engagement et d'addiction ou encore de business. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et encore mieux un commentaire. Merci à mon partenaire Villa Violet, lieu événementiel du 7e arrondissement de Paris, qui a la gentillesse de me recevoir pour l'enregistrement de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec quelqu'un que j'admire particulièrement pour sa force de caractère. Julie Grangère, bienvenue sur Remarque. Julie, tu es une ancienne ballerine du Boston Ballet, aujourd'hui coach sportive, professeure de yoga, mais aussi et surtout la fondatrice de The Studio. Alors avant de nous parler de The Studio, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes ton histoire. Alors, bonjour Margot, déjà, merci de m'avoir. Tu as déjà dit beaucoup dans l'introduction, donc je m'appelle Julie Granger, j'ai 32 ans, je suis ancienne danseuse professionnelle et je suis la fondatrice de The Studio Paris, qui au départ était le premier studio vraiment boutique fitness de style new-yorkais à Paris, et depuis une plateforme de cours en ligne au concept vraiment innovant. Donc ça, c'est pour l'introduction un petit peu en raccourci. Et tu as été ballerine aussi ? Oui, alors j'ai fait si tu veux, j'ai été formée à l'adolescence. En fait, j'ai toujours voulu être danseuse. J'ai un papa qui voulait pas que je danse, en fait. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour moi. J'ai commencé à faire ma formation professionnelle à l'âge de 16 ans, ce qui est très tard. En général, on commence vers les 9 ans, parce que c'était ma crise d'ado à moi, et il m'a laissé un petit peu faire ma crise. Donc, j'ai commencé tard. À l'époque, j'étais en banlieue parisienne et je devais aller à l'école de danse tous les jours. J'avais 3 heures de transport en commun. Je me levais à 5 heures. J'avais le train de 7 heures. Enfin bon, fallait vraiment le vouloir. Tout ça pour se faire crier dessus toute l'après-midi par des profs de danse. Pas très sympa. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, une fois ayant eu mon bac en poche, j'ai demandé une année sabbatique à mes parents. Ils m'ont laissé la faire en me disant, mon père m'a dit, mais tu vas apprendre l'anglais quelque part. J'ai dit, OK. Je suis allée apprendre l'anglais 2 mois. C'était juste ça au départ. Je suis restée au final 11 ans parce que j'ai été prise dans la formation professionnelle à Boston Ballet à l'époque. De là, pareil, ensuite, 2 ans plus tard à Joffrey Ballet. Et là, c'est là que j'ai eu ma petite remise en question sur la danse classique, et que j'ai voulu faire autre chose à partir de là. Je me suis commencé à me poser beaucoup de questions. J'avais une blessure au pied qui faisait que de revenir. J'étais plus très inspirée par ce monde, en fait, qui est par endroits, par certaines fois un petit peu fermé, replié sur lui-même. Et j'avais eu la chance d'être un petit peu, moi, éduquée beaucoup d'ouverture au contraire, et j'étais un petit peu perdue. Et là, je me suis dit, écoute, garde les deux. Donc, je suis partie à New York. Donc là, j'avais 20 ans. Et j'ai fait des études de commerce majeures à entrepreneuriat, parce que j'avais une petite idée derrière la tête d'ouvrir mon propre studio de danse, tout en gardant mes cours de danse professionnels tous les matins à 10h. Et si tu veux, là, j'ai fait vraiment toutes mes études. Je calais mes cours en fonction de ce cours de 10h. C'est-à-dire que des fois, j'allais à l'université pour le cours de 7h du matin. Ensuite, j'allais retourner à la danse à 10h, puis je retournais à l'université. J'ai fait ça pendant 4 ans. Seulement, au bout de la début de deuxième année, j'ai aussi ouvert une école de danse en même temps. Donc, j'avais 22 ans. Donc, j'avais ma propre école de danse. Plus je faisais mes études d'entrepreneuriat pour avoir mon propre studio. Donc, si tu veux, j'apprenais en même temps qu'eux. C'était assez sympa. Et alors que j'étais encore à l'université, je suis tombée amoureuse du yoga, parce qu'une amie danseuse m'y a traînée contre mon gré au départ. Et en fait, premier cours, vraiment, j'ai eu une révélation. Parce que c'était du yoga très dynamique dans le show, à 40 degrés, on faisait des pompes, et je me suis dit, mais c'est génial. C'était pas le yoga, l'idée que j'en avais, qu'on a souvent en France d'ailleurs. Et j'ai décidé de faire une formation là, de prof de yoga à ce moment-là.
Donc, je l'ai faite en même temps que je finissais mes études. Ce qui fait que quand je finissais mes études, j'avais déjà commencé à donner des cours. Et ensuite, j'ai eu la chance immense que Equinox, qui avait mon CV, un jour me contacte pour être prof de barre pour eux. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Equinox ? Alors Equinox, c'est vraiment le leader mondial dans le monde de la fitness, c'est-à-dire que c'est une chaîne de gym américaine. Je crois qu'ils en ont à peu près 25 à New York, mais ils en ont dans tous les États-Unis, dans toutes les grandes villes, plus au Canada et au Royaume-Uni. Et c'est vraiment eux, pour moi, ce sont les leaders, ce sont eux qui créent des concepts qui sont vraiment originaux. Ils ont un lab maintenant, donc ils ont un lab où ils refont des recherches sur quel concept on va faire. Donc c'est vraiment leur... c'est assez récent qu'ils aient ce lab, mais j'ai eu la chance de pouvoir le visiter parce qu'ils m'aiment toujours bien, donc ils me l'ont montré. Mais c'est des gyms très luxueuses où en fait il y a vraiment tout sur place et surtout il y a des cours toute la journée, mais qui sont vraiment avec des coachs des trainers, parce que j'aime pas trop ce mot, mais de qualité, qui sont souvent des anciens athlètes, voilà. Donc Equinox, c'était comme un rêve quand ils m'ont contacté, et j'avais laissé mon CV parce que j'ai la chance que un ami américain m'avait dit mais laisse ton CV à Equinox, et moi j'avais dit mais tu rigoles, jamais, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience. Et c'est drôle parce que moi je pense que c'était ma mentalité française qui m'a dit mais t'es fou, n'importe quoi. Et lui, on a eu presque une dispute, il m'a dit mais laisse ton CV à Equinox, je viens d'avoir mon diplôme de prof de yoga, de quoi me parles-tu? Non. Et je l'ai laissé, et quelques mois plus tard, ils m'ont appelé en fait. Mais c'était pas pour le yoga, c'était pour barre, parce que barre c'est très spécifique, parce que ils adorent les anciennes danseuses. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de... Là, c'est difficile d'être prof de barre parce qu'en général, il faut aussi être ancienne danseuse. Bref, et ils m'ont contacté comme ça, et c'était comme un rêve. Donc j'avais des vacances de prévues pendant la formation que j'ai tout de suite annulées parce que c'était pas possible. Et on était 30 à peu près, 30 dans la formation, et sur 30, ils ont pris que 2 personnes, dont moi. Et donc j'ai eu beaucoup je me sens très chanceuse, et à partir de là, c'est vraiment là où, donc c'est pour ça que la fitness m'est un peu arrivée, elle m'est tombée dessus un petit peu. Je pensais pas pouvoir être passionnée par autre chose que la danse classique, qui était vraiment une passion pour moi, qui me tenait comme l'amour, quoi, qui te tient debout, vivant. Je pensais pas avoir la chance de trouver une deuxième passion dans ma vie. Et non seulement elle est pas deuxième en termes de... C'est une deuxième de manière chronologique, mais elle n'est pas deuxième, quoi. J'aime ça autant que j'ai aimé la danse. Et de là, en fait, là-bas, puisque aux États-Unis, le fitness, c'est très... c'est différent. Il y a vraiment... c'est très important là-bas. Ma carrière a un petit peu explosé, en fait, parce que Equinox, c'était un peu comme mon agent, et j'avais beaucoup de cours avec beaucoup de clients. Et j'ai eu la chance qu'ils me choisissent pour être leur égérie pour le workout qu'ils avaient créé, qui s'appelait The Muse. Et de là, ça a un petit peu explosé. C'était un peu la folie, liste d'attente, les gens qui se plaignent qu'ils peuvent pas aller dans le cours. Enfin, c'était très rigolo. C'était très américain. C'est comme un film, en fait. T'avais quel genre de clients ? Alors, on va dire qu'à Equinox, parce que j'avais plusieurs choses, parce qu'à l'époque, j'avais aussi l'école de danse. Donc, j'étais professeure de danse pour des petits de 3 à 13 ans. J'étais personal trainer, où là, j'avais des clients vraiment on dirait des socialites, j'avais beaucoup de mannequins, de choses comme ça, pour les clients privés. Ça, c'était le personal training. Et à Equinox, et j'étais prof de yoga dans pas mal de studios. Et à Equinox, j'étais prof de yoga, mais c'était surtout la barre et ce workout The Muse qui m'ont... Donc, c'était plutôt des femmes, je dirais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est c'est vraiment, ils sont hyper exigeants sur le sport, les Américains, enfin, surtout les New-Yorkais ou les gens de la côte ouest, la côte est, la côte ouest, donc c'est des femmes qui travaillent, qui ont pas le temps, qui veulent un super workout et qui veulent passer une bonne heure, et qui sont très exigeants sur la qualité du cours, mais en même temps, on avait une très forte connexion c'est comme ça qu'est née cette idée du squad que j'ai maintenant c'était le New York Squad, c'est-à-dire que je connaissais tous leurs prénoms, en fait. Donc, sur une classe de 35 personnes, je connaissais à peu près 30 prénoms. Et comme ça, à chaque cours, en fait, c'était important pour moi d'avoir cette connexion avec eux. Et c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus rare
aux États-Unis justement, où ils demandent pas forcément les prénoms, ils donnent le cours et voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on a créé un vrai lien et c'est ça qui a fait un petit peu le truc aussi. C'est que c'était un cours où que je travaillais énormément pour ces cours et en même temps, il y avait vraiment la dimension humaine qui m'a toujours été très, très importante, que je travaille avec les enfants ou les adultes, en fait. Ok, donc tu restes combien de temps chez Equinox ? Alors, mon premier cours était le 28 août 2015. C'est une date toujours, on s'en rappelle. Et mon dernier a été en juillet 2018. Donc, c'est allé assez vite. Enfin, depuis, il m'invite toujours. Donc, j'y suis retournée ensuite en tant que guest. Mais c'était à peu près 3 ans. Mais c'est 3 ans qui ont eu l'air d'en être 12. Et donc, ensuite, tu rentres en France, je crois ? C'est ça. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était extrêmement prenant et exténuant là. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en même temps j'étais mannequin fitness pour une grande agence qui s'appelle Wilhelmina. Et mannequin fitness c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on te dit t'as un shoot de 5 heures où tu vas devoir courir et puis refaire la scène 1000 fois. Et puis après tu te regardes ta montre et puis il te reste 5 cours à donner. Donc les shoots étaient j'avais les shoots, c'était très physique, je courais partout, je faisais je crois qu'il y a des jours où je faisais 30 000 pas. Et ça compte pas les cours. Donc je donnais 8 cours par jour. Des fois j'avais un shoot ici et là. J'avais 1 heure de cours et ensuite j'avais 1 heure entre chaque cours puisque ça me prenait 1 heure d'aller d'un point à l'autre. Parce que New York, c'est énorme, les escaliers du métro. Donc, je crois que j'ai fait jusqu'à 30 000 pas par jour et je montais 33 étages par jour. Je donnais jusqu'à 8 cours par jour et moi, c'était obligé. Je faisais au moins 1 heure de sport pour moi par jour. Parce que sinon, il y avait plus. C'était le but d'avoir cette carrière, c'était d'avoir la liberté de moi pouvoir aller faire mon cours de danse. C'était la base de tout ça. Ça a été moi, je veux pouvoir continuer à danser tous les jours ou à faire. Donc c'était très important pour moi de pas perdre ça, de pas. Donc je le faisais quoi qu'il arrive. Donc si tu veux, c'est pour ça que 3 ans qu'on a eu l'air d'en être 12. Parce que c'était très très intense, puis c'était du lundi au dimanche. J'ai jamais pris de vacances, quoi. J'allais à Noël, je retournais en France 1 semaine à Noël et 1 semaine ou 2 en été, mais voilà, je travaillais les jours fériés, je travaillais. Comment tu peux qualifier ton succès justement à New York ? Est-ce que c'est parce que tu es française ? Ta détermination, je pense que là on le voit, c'est sûr. Je suis sûre que la French Touch, ça a beaucoup on dit. Alors à Equinox, j'avais 2 surnoms. C'était The French Ballerina with the Bangs, avec la frange. Ils adorent ça, la frange. C'est très français apparemment. Et on m'appelait aussi The Ab Master, la pro des abdos. Je pense que j'ai l'enseignement, c'est pas quelque chose que j'ai fait par dépit. Et au contraire, il y a beaucoup de gens, on pense, c'est pas grave, il pourrait être prof. C'est pas grave, il s'est blessé. Moi, j'ai 3 de mes grands-parents qui étaient instituteurs. Donc, j'ai 3 quarts de mon sang d'instituteur. Ma maman était institutrice. Et l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime profondément. C'est une carrière pour moi, en fait. Donc, je pense que ce soit avec les enfants, avec les adultes, avec le yoga, avec la danse classique ou avec la barre ou le fitness, j'ai à cœur que les personnes qui fassent mon cours se sentent bien, y arrivent. Donc, elles ont un challenge. OK, c'est difficile, mais comment on va faire pour qu'elles y arrivent ? Donc, j'ai ça à cœur, en fait. C'est pas je donne mon cours et je m'en vais. J'aime bien revoir les gens, voir qu'ils reviennent, voir qu'ils progressent. Et je remarque tous ces progrès. J'essaye de les aider, j'essaye de les accompagner. Et je veux surtout qu'ils passent une bonne heure. Donc, c'est un mix je travaillais mes playlists. Je mettais 1h30 à faire une playlist. Et je change mes playlists régulièrement, mais je mets 1h30 à concocter ma playlist pour que je mets 1 heure à concocter chaque cours aussi. Donc, à l'époque, je donnais 7 types de cours différents. Donc, ça faisait 7 heures de boulot, plus les 7 heures de playlist, par exemple. Donc, je travaillais beaucoup, en fait. C'était pas improvisé. Rien n'était improvisé. Donc, il y avait en amont, il y avait un énorme travail. Je faisais que de travailler, en fait. C'était comme une espèce de geek du fitness. Donc, je pense, c'est la motivation, une grande. J'ai la chance d'avoir une force de travail parce que j'aime ce que je fais. Et les Américains, quand on travaille beaucoup, ça paye toujours.
Et je pense que oui, peut-être le fait que je sois française, mais encore une fois, par exemple, en France, on me dit mais toi, t'es américaine. Et aux États-Unis, donc tout est relatif. En fait, les Américains me trouvent un peu française, mais les Français me trouvent un peu américaine. Donc bon, c'est un peu relatif tout ça. Ouais, je pense que c'est le fait que ce soit en anglais, on dit genuine, quoi. Je faisais ça pour rien d'autre que parce que j'aime voir que les autres réussissent et j'aime partager une passion que j'ai qui, je pense, peut rendre la vie des autres meilleure. Enfin, je me dis que si tout le monde aimait le fitness autant que moi, on serait tous super contents, quoi. On ferait nos sports, on serait contents des résultats, donc j'aimerais bien pouvoir partager ça et le communiquer, en fait. Donc, je pense que c'est un tout de vraiment aimer ce que je fais et parce que je l'aime, j'ai une capacité de travail, à l'époque, en tout cas, qui était presque infinie jusqu'à ce que je me blesse. Mais c'était infini. Je pouvais travailler... voilà. Et est-ce que tu as eu peur quand tu t'es blessée, justement, de ne pas pouvoir continuer à faire ce que tu aimes? Ça a été horrible. Donc, je me suis blessée au bout des 3 ans. Il était déterminé que je partais. Hein. C'était en 2018. En janvier 2018, j'ai décidé de partir, que je repartirais en Europe. Ça, je pourrais te dire les raisons si ça t'intéresse. Mais et je me suis blessée en juillet. Enfin, je m'étais dit en septembre, je repars. Et je me suis blessée juste un petit peu avant. Ce qui se passe, c'est que je donnais ces 30 heures de cours, etc., etc. Je me suis fait une grave hernie discale à la fin d'un cours. Mais si tu veux, ça a été la pire douleur, hein, vraiment de ma vie, quoi. Je me suis écroulée. Et là... je tremblais, j'ai failli vomir, j'avais les dents qui claquaient. Ils ont mis 3 heures à pouvoir me relever parce qu'ils n'arrivaient pas à me faire une piqûre de calmant. Ils m'ont dit on va devoir te lever, on va devoir te transporter dans l'ambulance. Mais c'était une douleur. T'es plus humain, quoi. Je souhaite à personne de ressentir. À ce jour, si on me donne 1 million d'euros pour ressentir cette douleur pendant 30 secondes, je dis non, quoi. C'est-à-dire que c'était horrible. Donc la douleur en elle-même sur le coup, déjà, ça m'a bien bloqué. Puis ensuite, j'ai 28 ans à l'époque et je sors en chaise roulante d'un hôpital. Et j'étais toute seule, j'étais loin, c'était dans les Hamptons, j'étais toute seule, quoi. J'avais pas ma famille. Et puis c'était vraiment fin juillet, donc je me suis retrouvée, tout le monde était en vacances, je me suis retrouvée bien seule. Et j'étais plus ou moins, si tu veux, paralysée, dans le sens je pouvais pas me lever, je pouvais qu'être allongée ou marcher. Donc, je pouvais pas être debout ni assise pendant 5 semaines. Et j'ai eu très très peur, en fait. J'ai eu très très peur, et au bout de quelques semaines où aucune amélioration, c'est-à-dire que jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, rien. Ouais. Je retourne à l'hôpital et là je vois l'IRM, en fait, et je lui dis mais pourquoi là le disque c'est tout noir, quand on voit les disques, les vertèbres c'est blanc, c'est comme une IRM, tu vois. Il me dit, mais parce que là, votre disque, il est complètement mort. Il s'est déchiré de gauche à droite. Tout le liquide qui est dedans, il a explosé dans votre colonne vertébrale. Donc, ce disque, il ne se remettra jamais puisqu'il est déchiré. En fait, ça se remet pas. Il y aura plus de liquide dans ce... Et voyant cette IRM avec mon disque tout non... Enfin, je me suis évanouie, en fait. C'est la première fois de ma vie, ça a été vraiment... Et là, je suis rentrée, je me rappelle de cette... Le gars m'a dit, si t'as de la chance... Dans 1 an, on t'opère, là, il faut t'opérer déjà. Et puis, si tu as de la chance, dans 1 an, tu peux remarcher correctement. Donc, moi, où toute ma vie, j'avais pas de plan B, c'était le mouvement, c'était ma vie, quoi. Je me rappelle que je suis rentrée chez moi en marchant, tant bien que mal, en me disant, mais ma vie est fichue, quoi. Je me rappelle de mes yeux perdus, enfin, comme un film. Je devais être ridicule à voir de l'extérieur, mais j'étais vraiment perdue, quoi. Et j'étais toute seule, en plus. Et je suis rentrée, j'ai dit, OK, on va voir. Donc là, j'ai appelé mes déménageurs. Je sais que je vais déménager en septembre. Vous pouvez me déménager la semaine prochaine, en fait. Et ils ont regardé, oui. Donc, j'ai une amie qui m'a aidée. On a tout empaqueté. Je suis arrivée à Paris et j'ai eu la chance de trouver un kiné merveilleux qui m'a remis il me semble que c'était 4 semaines de travail, 2h30 de rééducation par jour. Et les 2h30, c'était en fait moi qui m'empêchais de pleurer, quoi. C'est-à-dire que il me disait mets-toi à 4 pattes, monte un bras, je tombais, toi. Ça, je savais plus rien faire. Et là, il revenait, il allait voir ses autres patients. Il revenait, il me disait ça va, tu peux faire. Alors fais tel exercice. Ensuite, il revenait, ça va, tu crois que tu peux en faire un autre? Je disais oui. Et pendant 2h30, je restais tous les jours
Et c'était que mental, en fait. C'était que le mental. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai eu très peur. J'ai vraiment eu peur. C'est vraiment parce que j'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme avec honneur, j'ai été valedictorian de ma classe. Tu vois, c'est-à-dire que je peux faire autre chose. Mais pour moi, je peux pas faire autre chose, en fait. C'est-à-dire que je peux, mais je peux pas faire autre chose. Donc j'ai paniqué. C'est pas, je pourrais être mais c'est affreux pour moi. Je n'y arrive pas, en fait. Donc c'était vraiment. Donc j'ai eu peur, et c'est drôle, l'être humain finalement, parce qu'autant j'ai des petites crises, des choses, ou pas si petites, mais où tu vois, je peux pleurer, paniquer, angoisser, ça m'arrive comme tout le monde. Mais là, c'était tellement critique que honnêtement, en fait, j'ai gardé un sang-froid. C'est comme si j'étais en apnée, parce que j'avais plus le choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'étais sur le dos pendant 5 semaines, à regarder le plafond, et que je devais déménager à Berlin, j'avais décidé de déménager à Berlin à l'époque, je me suis appris l'allemand. J'ai fait 8 heures d'allemand par jour. Alors, je ne parle toujours pas allemand mais j'ai fait 8 heures d'allemand par jour, parce que je me suis dit, je déménage à Berlin en septembre, donc on va... Et j'ai coupé Instagram, parce qu'en fait, je me suis dit, un jour, j'étais en train de scroll comme ça, je me dis, mais tu vas devenir débile, en fait. Tu vas scroller toute la journée, et toi, t'es là sur le dos, tu peux rien faire, donc tu vas avoir une tendinite du pouce déjà, pour ajouter à ton problème. Et en plus, qu'est-ce que tu apprends? Je me suis dit, qu'est-ce que tu apprends là? Ton corps, il a besoin de s'enrichir, il a besoin il faut faire quelque chose. Ton corps, là, il est au bout du rouleau. Donc, j'ai coupé Instagram. Donc, en plus, j'étais toute seule, plus de réseau, rien. Je faisais de l'allemand toute la journée. Je buvais beaucoup d'eau, j'ai essayé de très bien manger, etc. Et je me suis remise, quoi. Et alors, j'ai eu les 5 semaines de paralysie. Donc ça, c'était du 23 juillet à peu près fin août. Et si tu veux, ensuite, fin août, je suis arrivée... vraiment fin août, je crois, le 30 août, je suis arrivée à Paris. Et j'ai redonné mon premier cours, il me semble, le 4 octobre. Ah oui. Ouais, c'était hyper express, en fait. Une fois arrivée à Paris, j'ai vraiment bossé. J'ai eu un kiné extraordinaire. Il m'a dit, bon... Il a vu, il a fait, bon, ça va être dur, mais je pense qu'on peut y arriver. Bravo. Et bravo, il m'a sauvée, quoi. Et Nicolas Brenet. Et il m'a voilà. Et c'était, encore une fois, c'était plus mental que physique, en fait. Fallait juste pas lâcher. Et il m'a dit, j'ai rarement vu quelqu'un se remettre aussi vite, parce que j'ai quand même 2 disques bien amochés. Enfin, un qui est complètement mort et l'autre qui est en très mauvais état. Et non, j'ai eu de la... Finalement, je pensais pas... Enfin, je pense que je suis forte de caractère, mais finalement, plus quand c'est critique. C'est là que j'ai réalisé que... Parce que souvent, on me dit, t'es beaucoup trop sensible, qu'est-ce qui se passera s'il t'arrive quelque chose? Parce que t'es trop sensible, on me dit toujours. Et je me dis, finalement, peut-être que c'est quand c'est critique que je... Que t'arrives à sortir la tête de l'eau. Ouais. Et donc, tu redonnes ton premier cours. Ouais. C'était où? C'était à Berlin. Parce que du coup, j'ai déménagé à Berlin, ce qui était le plan. Et j'ai déménagé et j'ai donné avec 3 jours de retard par rapport à mon plan de 6 mois plus tôt. Donc finalement, ça m'a presque pas décalé. Je suis allée à Berlin parce que j'étais tombée amoureuse de cette ville et je voulais partir des États-Unis parce que j'avais vécu toute ma vie un peu d'adulte, puisque j'y étais depuis que j'avais 18 ans. Et comme j'ai la double nationalité, Equinox, eux, je sais qu'ils me reprenaient quand je voulais. Je me suis dit, il faut que tu essayes autre chose. Il faut que tu essayes d'aller monter ton studio. Il faut que tu retournes en Europe. De toute façon, tu pourras revenir aux États-Unis. Mais je me suis dit, là, ça fait 11 ans que tu y es. Si tu restes, tu repartiras jamais dans l'autre sens. Donc, je me suis dit, là, j'ai 28 ans, t'y retournes, et puis peut-être que, voilà, tu verras ensuite. Et donc, tu reviens en France? Alors, ensuite, une fois arrivée à Berlin, si tu veux, j'arrive à Berlin, je donne des cours, etc. Je voulais ouvrir mon studio à Berlin. Puis j'ai réalisé qu'en fait, à Berlin, ils font la fête. Donc, ils n'ont pas les cours de 7h du mat, du truc, du machin. Donc, comme j'avais été, pendant que j'étais à Paris, si tu veux, j'avais commencé un petit peu, même si, alors que j'étais en rééducation, mais je donnais des cours particuliers un petit peu, sans trop faire moi-même, etc. J'avais commencé à être en contact avec des studios. Donc, quand j'ai habité à Berlin, crois-le ou non, j'ai travaillé la moitié de la semaine à Paris et la moitié à Berlin.
Et Toujours très facile. Super. Super. Et donc, en fait, à Paris, au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoute, on aimerait bien te donner plus de cours, mais on peut pas, t'es à Berlin la moitié du temps. Donc, je me suis posé la question, je me dis, tu sais quoi. Et là, je me suis dit, écoute, ça faisait que je suis restée à Berlin, mais même pas 2 mois, je crois, quelque chose, rien. Alors que j'ai fait un statut auto-entrepreneur, j'avais un appartement, j'avais mon petit vélo, j'allais partout, j'avais des boulots dans les studios, j'avais plein de cours particuliers, j'ai l'impression que je suis restée 6 mois à Berlin, quoi. Mais en fait, non. Alors qu'en plus, la moitié du temps, j'étais à Paris. Et donc, mes affaires n'avaient pas eu le temps d'arriver de New York, si tu veux, parce que c'était dans un bateau, quoi. Donc, ça met 3 mois. Et là, je me dis, mais en fait, il faut que j'aille à Paris, puisque en fait, à Paris, il y a plus de boulot. Donc, j'appelle les déménageurs. Bon, finalement, est-ce qu'on peut déménager à Paris? Donc, il faut, c'est quoi cette fille? Donc, j'ai déménagé à Paris comme ça, en fait. Donc, j'ai lâché l'appart que j'avais à Berlin, toutes les démarches que j'avais faites, j'étais inscrite à la préfecture, enfin, tous les trucs administratifs, j'ai tout fait, quoi. Et je suis arrivée à Paris comme ça, finalement. Donc, je suis arrivée à Berlin en octobre 2018. Et je suis arrivée à Paris en décembre 2018. D'accord. Voilà. Donc, mon plan a complètement changé. Mon plan, c'était vraiment de m'installer à Berlin. Et ensuite, j'ai fait non, je pense qu'il y a plus d'opportunités à Paris, en fait. Et donc là, The Studio naît dans ta tête? The Studio était né dans ma tête à Brooklyn en janvier 2018, où tous les samedis après-midi, avec des filles de mon squad, donc de mes cours, mais qui étaient devenues des amies, je me suis dit... Moi, je vais aller en France, je vais aller à Berlin. À l'époque, c'était à Berlin, mais je vais retourner en Europe. Je vais créer un studio. Ce sera des vrais concepts à l'américaine parce qu'il y a rien. À chaque fois que j'allais en France, je m'ennuyais. Je pouvais pas prendre un cours qui me convenait. Et je dis, ça va s'appeler The Studio. Ce sera écrit en lettres fines blanches sur fond noir. C'est tout ce que je savais. Et tous les samedis, on faisait le petit business plan avec un petit verre de vin le samedi après-midi après les cours. Donc ça a commencé en janvier 2018 dans ma tête. Si tu veux, j'ai fait une majeure entrepreneuriat. Donc pour moi, ça a commencé quand j'avais 21 ans, mais c'était moins clair. En 2018, on savait que ça allait être en lettres blanches sur fond noir. Donc voilà, on savait que ça allait être des concepts. Donc là, j'ai commencé à écrire la philosophie, un peu, tu sais, les core values, etc., tout ce que tu écris sur un business plan. Tout ça. Et ensuite, là, l'idée, quand je suis arrivée en décembre 2019, j'ai dit, bon, tu vas te créer une clientèle, tu vas aller dans des studios et tu vas trouver un espace. Tu vas chercher un espace. Là, je savais pas, parce que moi, j'étais de mentalité, je suis très américaine de mentalité, parce que j'ai vraiment grandi. J'ai l'impression que ma mentalité s'est vraiment formée là-bas. Et à chaque fois, je disais, bon, moi, je cherche 200 mètres carrés dans le centre de Paris. On m'a dit, mais t'es folle, mais tu trouveras jamais, mais c'est impossible. Moi, ça fait 7 ans que je cherche pour mon cabinet dentaire, je sais pas. Je dis, ah bon, bah, complètement, tu sais, naïve, en fait. Ah bon, mais pourquoi? Mais si, mais pourquoi? Mais non, mais ça n'existe pas, un espace pareil. Donc, moi, je donne mes cours un peu partout. J'étais contente, ils étaient pleins. D'ailleurs, j'ai donné un cours dans un studio. Je dis, donnez-moi un cours à 7h du matin. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de cours à 7h. Je dis, donnez-moi un cours à 7h. Et je donne mon premier cours, 1 personne. Deuxième cours, 2 personnes. Troisième semaine, 3 personnes. Et ensuite, ce cours, il a été sur liste d'attente pendant 1 an, en fait. Donc, tous mes cours dans les studios étaient... J'ai un cours dans un studio... parisien, Tigre, il était sur liste d'attente d'1 mois. Il y avait 1 mois d'attente sur les cours, tu vois, parce que il y a bars, etc. C'était hyper différent. Donc, je donnais mes cours, puis je cherchais un espace. Et puis, j'en ai visité plusieurs. Je me suis heurtée, en effet, j'ai même des agents immobiliers qui m'ont dit, mais vous êtes sérieuse avec votre projet, là? Parce qu'ils voient une nana jeune... Tu vois, j'ai l'air un peu faux-folle, peut-être pas. Tu sais, comme j'ai beaucoup d'énergie, j'ai l'air très jeune, en fait. Et je pense qu'est-ce que c'est que cette fille? Puis, désolée, mais les préjugés, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'elle fait du sport? Qu'est-ce qu'elle veut nous... Tu sais, non, mais j'ai eu des choses, on m'a fait des réflexions que, des fois, on m'a dit, vous êtes sérieuse, mademoiselle Granger, avec ce projet? Je fais, enfin, monsieur, vous avez vu mon business plan, ça vous paraît pas sérieux? On m'a aussi dit oui, enfin les anciens propriétaires, c'était des gens qui ont fait école de commerce, c'est pas des gens du sport. Tu vois, des choses comme ça. J'ai dit moi aussi, monsieur, j'ai fait école de commerce à New York, c'est pour ça que c'est moi qui m'adresse à vous aujourd'hui. Tu vois, faut toujours se justifier. Moi, j'ai pas envie de me justifier. Moi, je suis sortie première de ma promo à New York, à l'université, mais je m'en fiche en fait. J'ai mon projet, c'est très français. C'est très français. Et ça m'a complètement, tu vois, exactement. Et j'étais là, oui, mais moi aussi, monsieur. Et c'est dur, tu vois.
Moi, j'ai la chance d'avoir fait une très bonne université, d'être sortie première de ma classe, tu vois. Mais j'ai pas besoin, en fait. Si mon projet, c'est d'être prof de yoga, d'avoir un studio yoga, t'as pas besoin de voir. T'as mon business plan, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux d'autre, tu vois? Donc, c'était un petit peu, voilà. J'avais pas l'habitude les Américains, je dois avouer, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Je trouve qu'il a là-dessus est vraiment positif. On a, nous, plein de qualités et eux, plein de défauts. Mais là, eux, ils voient pas ton CV, ils en ont rien à faire. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai pas de CV. Ah ouais? Non. J'ai un dossier de prêt, mais j'ai pas de CV, moi, en fait. Et l'autre fois, on m'en a demandé un, je me suis dit, oh là là, mince, il faut écrire un CV. Parce que pour faire un événement dans je sais pas quel hôtel, on me demande un CV. Et moi, j'ai fait toute ma vie sans CV, j'ai pas de CV. Parce que les Américains, c'est plus à la motivation qui tu leur dis, j'ai fait ça, ça, ça et ça, bonjour, machin, puis tu discutes. Et ils voient bien, en fait. Ouais. C'est au mérite. C'est au mérite, ils voient ce que t'as fait, ils ont pas besoin, on s'en fiche que t'as fait, tu vois, si tu t'es, donc c'est marrant, c'est un petit peu ça le truc. Donc là, l'idée pour le studio est arrivée, et si tu veux, j'ai trouvé l'espace de rêve je l'ai visité, je crois, en décembre 2019. Là, j'ai dit non mais là c'est exactement ça qu'il faut. Alors il n'était pas de rêve quand tu le voyais, hein, c'était un truc complètement pourri. C'était où c'était vraiment à Arts et Métiers, dans le 3e, donc en plus parfait. J'étais à 5 minutes en vélo et vraiment super quartier quoi, près de République, Temple, etc. Vraiment plein centre de Paris, 200 mètres carrés. Etc. Et j'ai signé le 26 décembre 2019 pour cet espace, en sachant que j'aurai à peu près deux mois de travaux, 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc en fait, ça m'a pris 1 an. Mais quel cadeau de Noël, ce 26 décembre. Par contre, j'ai passé un sale Noël parce que j'étais pas sûre, tu sais, tant que t'as pas signé. Donc, oui, en effet, le 26 décembre. D'ailleurs, après, je suis allée m'acheter un sac que je voulais depuis longtemps, tu sais, en me disant, je mérite mon sac, bon, personne va me l'offrir, donc moi, je me lave. Donc, en effet, d'ailleurs, les filles, des fois, faut se faire des cadeaux à soi-même parce que. mais voilà, en effet, c'était magnifique. C'était vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Quoi. J'ai la clé de ce truc, je me dis waouh quoi. Et le 4 mars, tu ouvres? Et le 4 mars, j'ouvre. Après ces 2 mois de travaux complètement intenses dans la poussière, avec ils étaient 7 l'équipe. Enfin, c'était énorme. On a fait des travaux vraiment, c'était gigantesque. Enfin, et le 4 mars, j'ouvre. Et c'est drôle parce que le 4 mars, j'ouvre. Tu vois, quand j'ai mis la clé dans mon studio, j'étais prête en fait. Je me suis pas dit, tu vois, tout le reste, les travaux, l'administratif, créer ta boîte, tu vois, tout ça, c'était atroce parce que je donnais mes cours en même temps et puis c'était la grève de la RATP, donc c'était en plein mois de décembre, janvier, et moi j'étais sur mon vélo à aller de client en client, d'aller au studio vérifier que ça avançait, de retourner chez un client. Enfin, des fois, je passais au studio à 23h, quoi. Le samedi soir, j'allais au studio voir tu vois, c'était... Donc ça, c'était dur. Par contre, quand j'ai ouvert, j'ai l'impression que toute ma vie, j'avais fait ça en fait. Parce que j'avais... T'as pas eu peur? Non. Le matin du j'étais tellement contente. Le premier matin, mon premier cours, 7h30, j'arrive sur mon petit vélo, je tourne ma petite clé et... Si tu veux, les cours, tout ça, j'en avais fait tellement. C'est pas ça Ça, je savais le faire en fait. Mais te lancer en tant qu'entrepreneur? Ouais, mais c'était avant, en fait. C'était créer la boîte, gérer les travaux, dépenser tout cet argent qui était à moi parce que j'avais pas voulu d'investisseur. Je veux pas qu'on me dise quoi faire. J'avais ma propre idée. Je voulais pas c'était mon truc. Donc, j'avais pas d'associé. Donc, j'avais pas vraiment de conseiller. J'ai la chance que mon père soit entrepreneur. Donc, il m'a conseillé. Mais sinon, j'avais personne qui me conseillait. Ça, c'était dur. Parce que, surtout dans ce monde de la fitness, tu vois, en fait, en France, il y a personne qui connaît vraiment, en fait. Tu vois, c'est pas un truc, ah bah oui, t'inquiète, j'ai ouvert c'est rare. Donc, j'étais vraiment seule, quoi. Je me suis sentie, ça, c'était dur. Mais une fois que les travaux étaient finis, que les démarches étaient faites, que machin, moi, j'ai mis ma clé dans ma porte, j'ai déroulé mon tapis, allez hop, les filles, vous mettez ça, vous prenez des poids, hop, hop, c'est parti, j'ai mis ma musique et puis c'était parti. J'ai fait ça toute ma vie. Donc ça, c'était plus, une fois que c'était fait, c'était fait. Et qu'est-ce que propose de différence de studio, justement? Quelle est la différence de ton concept par rapport aux autres salles de sport? Ouais.
Alors, ce sont des concepts que j'ai créés, mais qui sont vraiment basés sur des workouts qui sont populaires aux États-Unis, mais qui n'existent pas vraiment, voire pas du tout en fait en France. Par exemple, barre, il y a quelques cours de barre, mais c'est assez différent. C'est vraiment un mix de, quand je dis je donne des cours de barre, ici on me dit ah oui, barre au sol, je connais, ça n'a absolument rien à voir. Pourtant, la barre aux États-Unis, ça a été créé en 1960, dans les années 70. Je veux dire, c'était pas il y a 3 ans. C'était il y a 40, donc il y a 50 ans. Donc, t'as des workouts qui là-bas sont hyper populaires, et puis je sais pas, c'est comme si nous on n'avait pas eu tu vois, c'est pas venu, c'est pas arrivé quoi, c'est juste pas arrivé. Donc t'as ces workouts là, mais par exemple ce qu'ils faisaient aux États-Unis, c'est que moi la manière, mon séquençage, la manière de séquencer le cours, la manière de faire les exercices et les enchaînements est particulière, et la manière d'utiliser la musique, qui est une partie intégrante, voire même à la limite la partie principale du cours, alors que souvent dans les cours en France, la musique elle est en fond et une playlist pourrait se substituer à une autre. Je peux faire un cours et mettre la même playlist. Moi, mon cours, il est chorégraphié à une playlist et pas à une autre. Et quand je chorégraphie mon cours, j'ai des classeurs entiers de cours écrits. J'écris mes cours à la main. Et si tu veux, je mets tel cours va sur telle playlist. Et c'est pas interchangeable. Et c'est hyper particulier de faire ça comme ça, en fait, parce que ça demande un travail beaucoup plus approfondi, mais je pense que ça se ressent. Les playlists, les musiques sont pas des musiques que t'entends quand tu rentres dans ta voiture. J'ai une vraie recherche sur la musique, alors j'essaye. Et c'est des trucs hyper pointus. Les exercices, ils sont très particuliers. Et ça mêle vraiment mon expérience dans la danse classique avec, ça mêle le tout, quoi. Mon expérience du yoga, de la danse classique, du fitness, de la barre, du pilate. Par exemple, mon Brooklyn Flow, c'est un cours de yoga vinyasa, mais hyper new-yorkais, donc hyper avec la musique qui est forte. Mais c'est pas la musique qui est forte pour être forte. Tu vois, en fait, tout est pensé. Je sais pas comment dire. C'est parce qu'il y a beaucoup de boulot en amont, tu vois. Hein, c'est une chorégraphie. C'est exactement, merci. C'est une chorégraphie, en fait. Donc, le cours est chorégraphié. Et il y a un séquençage qui est très particulier que je suis, qui est une base, qui est son espèce de fondation. Et ensuite, en effet, chaque cours est une longue chorégraphie sur une playlist qui est particulière. C'est très cardio, mais c'est pas cardio pour cardio, parce que maintenant, je vois à Paris, on fait, alors super. Alors, il y a un studio qui a ouvert, studio yoga cardio. Donc, je suis allée. Donc, super, tu fais du yoga. Et puis, tout d'un coup, on te fait faire 10 squats. Ou alors après, tu refais du yoga et après, on te fait faire 10 jumping jacks. Non mais, ok, c'est facile à ce moment-là. On peut aussi faire des tours en courant de studio, si vous voulez. Ça fait yoga cardio, mais c'est pas ça le tout. C'est comment tu incorpores pour que ce soit seamless, quoi. Que ça se voit pas que tu sois en train de faire du cardio, tu vois. C'est ça qui est difficile. Donc, il y a juste je sais pas, vraiment, je travaille beaucoup sur la base, c'est le concept déjà, comment faire pour que ce soit bien. J'ai mis des années à les développer quand même, ces concepts, donc ça s'improvise pas vraiment. Donc, ça qui est différent, c'est qu'il y a un séquençage, une utilisation de la musique et je pense, grâce à ma formation de danse classique, j'espère, mais on me le dit, donc une créativité dans les mouvements et dans leur enchaînement, comment on va d'un mouvement à l'autre, en fait, qui est très pensé. Donc il y avait une vraie demande, surtout à Paris, sur cette méthode-là, puisque si ça n'existe pas du tout... Alors c'est ça qui est difficile. Est-ce qu'il y a une demande ? Les gens savent pas qu'ils demandent puisqu'ils savent pas que ça existe. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas une demande. En fait, moi, j'ai vu qu'il manquait quelque chose, mais par contre, les gens ne savent pas que ça manque. Tu vois ? Donc, en fait, je peux pas dire qu'il y avait une demande. Par contre, je peux dire qu'une fois que les gens essayaient, ils voient la différence, ils adhèrent. Donc, j'ai pas de turnover général. Quand les gens sont clients, ils restent. Mais ce qui est difficile, c'est l'acquisition du client, puisqu'en fait, quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, oui, non, moi, ça me va très bien ce que je fais, déjà. Justement, il y a une différence entre tes élèves français et américains ? Oui, toute la différence est là. L'acquisition client est difficile en France parce que, en France, je dois dire qu'on est un petit peu moins curieux et on est un petit peu plus, on croit qu'on sait. Donc, non, mais moi, j'ai déjà mon cours, donc moi, ça me va très bien, etc. J'ai dit, mais non, je te jure, c'est pas pareil. Tu viens,
Oui, mais c'est bon, je connais, c'est de la barre au sol, je connais. Non, c'est pas de la barre au sol. Si, ça fait 30 ans que j'en fais. Non, je t'assure, c'est pas de la barre au sol. Donc, tu dois un petit peu prouver avant même que. Et ça, c'est assez frustrant quand, si tu veux, le concept, il est déjà prouvé. J'ai pas besoin de le prouver, puisqu'aux États-Unis, c'était prouvé pendant des années. Donc, c'est ça qui est plutôt difficile. On a un petit manque de curiosité et on est un petit peu ancré dans ce qu'on pense et dans ce qu'on croit. Donc ça, il y a cette barrière-là en fait à l'entrée. On va dire que les Américains, tu leur dis d'essayer un truc, ouais, super. Ils sont très comme ça. Ils aiment bien tester des choses. Ils sont plus comme ça. Donc il y a cette différence-là. Après, une fois qu'ils essayent, si tu veux, tu vois, c'est pareil j'adore mes clients. Enfin, c'est la même chose. On est tous, finalement, on devient tous amis. Mais disons, enfin, je dirais même pas puisque mes clients sont, par définition, je pense, des gens curieux, justement, ouverts d'esprit, etc. Je pense que c'est dans comment s'implanter. Si tu veux, si j'avais ouvert The Studio aux États-Unis, j'aurais peut-être pas eu à convaincre. Pourquoi tu l'as pas fait, justement, aux États-Unis ? Juste l'envie de revenir en Europe ou... Exactement. En fait, je me suis dit, les États-Unis, si tu veux, moi, j'avais jamais payé d'impôts en France. Non pas que ça me manque, mais tu vois, j'avais jamais... Si tu veux, je ne savais pas faire de l'administratif en France. Et j'avais 29 ans. Et je me suis dit, si tu restes et que tu l'ouvres ici, ta vie, elle sera là pour toujours. Donc, très bien, parce que moi, ça me dérangeait pas du tout. Moi, je suis new-yorkaise. New York, c'est vraiment ma ville. Mais je me suis dit, c'était comme en fait, c'était peut-être un challenge, je sais pas. Je me suis dit, écoute, tente autre chose puisque ça, tu connais. Si tu veux, moi, quand je suis aux États-Unis, je sais comment tout marche. Encore en Europe, des fois, je sais pas comment les choses marchent. Quand il faut, je sais pas, moi, l'URSSAF, le truc, tu vois, des trucs bêtes. Mais je sais pas comment ça marche, des fois. Comment on fait pour la mutuelle? Enfin, c'est débile, hein. Oui, mais faut le savoir. Alors qu'aux États-Unis, je sais quoi faire je sais ce qu'il faut faire. Il y a un truc, aux États-Unis, je suis chez moi, quoi, parce que j'ai grandi là-bas. Quand je suis partie à 18 ans, personne m'a expliqué, donc j'ai dû me débrouiller toute seule. J'étais toute seule. Donc, j'ai dû savoir comment ça marchait dans un autre pays, toute seule. Donc, au final, je me suis bougée toute seule et résultat, maintenant, c'est bon. Et maintenant, je retourne à New York, c'est ok, je suis chez moi, je sais comment faire ça. En Europe, moins. Et je pense que je me suis dit, si tu le fais pas, tu sauras jamais, en fait. Et tu seras vraiment complètement américaine, t'auras oublié ça. D'autre part, je savais qu'à New York, le concept marchait, mais j'ai eu ce petit challenge de me dire, à Paris, et ça n'existe pas, en fait. Est-ce que c'est pas bien d'apporter quelque chose, ou à Berlin à l'époque, mais d'apporter quelque chose de nouveau? Parce qu'à ce moment-là, il y a plein de studios à l'américaine qui s'ouvrent, mais à l'époque, c'était pas le cas. Il y a 2 ans, 3 ans. Donc, c'était vraiment le but d'être le premier et d'avoir les vrais concepts avec la vraie expérience. Pas, ok, j'ai vu qu'un truc marchait aux États-Unis, je vais refaire pareil. C'était, ok, moi, j'ai eu cette expérience et je voudrais essayer de faire... de le montrer aux gens et en espérant qu'ils aiment. Après, Américains, Français, on est tous au final, s'il y a quelque chose qu'on fait et c'est fun et en plus on voit des résultats, en général, là, il n'y a pas de différence. Oui, si ça fonctionne, voilà. Et donc, le 4 mars, tu ouvres, 10 jours après. Confinement. Ah ouais, non, mais moi, le timing, c'est bon. Le timing 10 jours après confinement, donc confinement, super. Bon, j'ai tout de suite mis en place les cours en ligne, avant même le confinement, en fait. Parce que je crois qu'on a été confinés un mardi. Moi, je les ai mis en place le samedi. Donc, c'était des cours au début gratuits Instagram. J'avais jusqu'à 1200 personnes par jour. C'était tous les soirs à 18h. Donc ça, c'était des cours gratuits, voilà, sur les ton cours compte gratuits. Instagram. Et puis, au bout d'un moment, donc je faisais ces cours gratuits. Puis on me dit, bon, faut peut-être... j'ai un ami qui m'appelle, il dit, bon, Julie, là, t'as 1200 personnes tous les jours, faut peut-être que tu monétises le truc parce que ça va durer, cette histoire. Et moi, je dis, ah bon Et donc, j'ai commencé là à dire, bah, écoutez, en fait, finalement, oui, on va faire... tu sais, il y a eu commencé à avoir Zoom, etc. J'ai dit, on va faire... Puis c'était pas du tout au point au début. Personne n'était au point avec les Zooms. Je me rappelle la musique, le truc. Mais bon, on a fait ça. Puis j'en donnais 5 par jour, donc c'était très prenant. Parce qu'un cours en ligne, c'est très prenant puisque je montre tout. Donc, c'est beaucoup plus fatigant à donner qu'un cours parce qu'un cours en Zoom, toi, tu dois transférer, tu dois montrer ton énergie. Mais par contre, tu n'en as aucune en retour puisqu'ils sont en muet.
Donc, t'as pas une espèce d'ambiance. Eux reçoivent l'énergie parce qu'ils t'écoutent, mais moi, je les entends pas. Je les entends pas respirer, rigoler à mes blagues débiles. Donc, toi, t'es tout seul et en plus, tu dois tout montrer parce que tu peux pas te permettre sur un Zoom. Il y a pas d'autres gens qui peuvent éventuellement montrer pour toi. Donc, si tu veux, bon, c'était très, très, très prenant. Et il y a eu quelques critiques. On m'a dit, oui, vous faites payer les cours. Pas mes élèves, mais c'est des gens d'Instagram qui venaient me dire... Et j'étais là, j'avais envie de répondre, mais madame, je viens de voir un studio, j'ai 10 000 € de charge, vous voulez que... Pourquoi ça devrait être gratuit ? Pourquoi ça devrait être gratuit ? Et c'est fou, on croit que parce que c'est du... Tu vois, pourquoi ça devrait... C'est mon travail, en fait. C'est comme ça que je paye mon loyer, Donc, moi, ça me blessait beaucoup, parce que je suis très sensible, ça me blessait, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on pensait que j'étais de profiter. Mais moi, c'est mon travail. Enfin, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, j'ai mis en place ces cours-là. Puis, j'ai eu de la chance parce que comme j'avais beaucoup de clients à New York, j'avais énormément de clients. Au final, ces clients, il y en a beaucoup qui avaient déménagé à droite, à gauche depuis que j'étais partie. Et ça faisait qu'on était de tous les pays. Et puis, j'ai eu jusqu'à, je crois, le record 40 personnes par cours en ligne. Ensuite, les cours payants quand je les ai mis en place. Donc c'était super quoi de voir tous ces gens de partout qui prenaient le cours en même temps. Et surtout que tu les voyais toi en même temps. C'est ça ta particularité, c'est vraiment de voir tes élèves en même temps. Alors moi c'est hyper important pour moi parce que je peux le faire d'une autre manière en fait où sur ma plateforme à la demande, je pourrais faire un cours en live stream où moi je ne les vois pas. Mais en fait, c'est pour ça que moi, il n'y a pas de différence entre le cours en ligne et le cours en présentiel. J'invite les gens à tester parce qu'on me dit oui, mais en ligne, il n'y a pas Si. Parce que moi, je vous vois, en fait, je vous corrige, personne ne prend son téléphone et part 5 minutes faire autre chose. Non, t'es 1 heure, t'es là. Je vois tout le monde. Moi, j'ai un bon système. Je les branche sur grand écran, donc je vois tout le monde. Je partage la musique. Je vois vraiment tout le monde et je m'occupe de tout le monde. Mais parce que j'ai eu la chance qu'Equinox nous apprenne que des fois, on avait des salles avec 60 personnes dedans. Et il disait, t'as 60 personnes, il faut que chaque personne, soit vous les ayez corrigées avec un ajustement à la main, soit vous leur avez dit une correction, soit c'était très important. Donc j'ai eu ce réflexe de pouvoir corriger 60 personnes tout en jamais en donnant le cours. Donc tu peux pas t'arrêter. Et donc pour moi, le en ligne, c'était pas, j'arrive à avoir 40 personnes et à m'occuper de tout le monde en fait, parce que j'ai eu cette expérience, j'ai de la chance en fait juste. Et t'avais plus tes clients français ou plus américain pour le coup? Franchement, pendant le confinement... Alors, je pense que pendant le confinement, à cause des horaires, forcément, j'avais beaucoup de Français. Par exemple, le cours de midi, c'était exclusivement des Français. Mais le cours de 19h30 est encore à ce jour. Mon cours de 19h30, c'est un cours qui est à 13h30 heure de New York. Donc, j'ai pas mal de clients new-yorkais. J'ai des clients... là, en ce moment, j'ai des clients ça va de San Francisco à Séoul, en Corée, tu vois, dans 24 pays différents. Et les Français se sont bien adaptés. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de faire un cours où notre prof nous voit. C'est un peu notre intimité. Alors, c'est ça qui est drôle. De se filmer quand même mais on est soi. Plus timide, hein. On est plus timide, c'est vrai. Je pense qu'on est plus timide, mais je sais pas. Je pense que ça se voit, la bienveillance. Je pense qu'on peut pas mentir. Et je pense que mes clients savent que vraiment je les aime, quoi, et que je veux qu'ils réussissent et qu'il y a aucun jugement... je sais pas, je les aime, quoi, vraiment, en fait. Donc, il y a aucun jugement. Donc, peut-être quelqu'un, quand il essaye, il sait pas ça. Donc, la première fois, il a pas de caméra. C'est ça que j'adore. Quand il y a une nouvelle personne, première fois, pas de caméra. Mettez-la quand même pas. Deuxième fois, troisième fois, caméra. Parce que c'est tout. J'ai à cœur qu'ils réussissent. Aussi. Nous, je pense que tu as plus de femmes, quand même, à prendre les cours. Les Françaises, on a du mal à s'assumer. Ouais, mais c'est ça qui est... Tu sais quel est le plus beau, un des plus beaux compliments qu'on m'a fait. Moi, ma tenue de sport, c'est pantalon noir, brassière. Et ça a toujours été ça, c'est mon uniforme. Et je t'assure que quand je suis arrivée à Paris, personne mettait de brassière. Personne mettait de brassière. Mais vraiment. Et moi, j'allais dans mon cours, donc tout le monde était avec le gros t-shirt, et puis parce que les Américains, dans le sport, ils sont hyper fashion, quoi. Ils pensent qu'ils dépensent plus de budget dans leur tenue de sport que dans leur tenue de ville. Et je remarquais, en France, on n'y était pas encore. D'ailleurs, il y a un magazine américain qui a écrit un article là-dessus, sur les différences, en fait, hyper sur la mode, en fait. Il m'avait demandé, mais pourquoi? J'avais dit, oui, c'est vrai que nous, on n'est pas, le sport, c'est on met un t-shirt, on s'en fiche. Bref.
Et je t'assure que je l'ai vu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, de plus en plus de filles dans mes cours avaient la brassière. Ce qui est pas, moi je m'en fiche, hein, tu mets ce que tu veux, mais tu vois, de se mettre en brassière, c'est vrai, on voit le ventre, etc., etc. Et un jour, ça c'était ensuite j'ai ouvert le studio et une de mes clientes qui avait été là depuis le début à Paris, elle m'a dit, Julie, je veux te dire quelque chose. Je voudrais te remercier parce que, tu vois, en fait, j'aurais jamais pensé pouvoir me mettre en brassière. Et en fait, dans ton cours, il y a une telle bienveillance, etc., que grâce à toi, maintenant, quand je fais du sport, voilà, je viens à tes cours et je suis tout le temps en brassière. Et c'est quelque chose, il y a 1 an, tu m'aurais dit que je me mettrais en brassière à un cours de sport. J'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Et ça m'a, si tu veux, ça m'a vachement touchée de me dire, parce que moi, j'ai jamais rien dit. Je m'en fiche, en fait. Mais le fait est que de voir que tout d'un coup, tout le monde se décomplexait, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai des photos du studio, et en fait, c'est vrai que je vois tout le monde en brassière, au final. Alors que c'était pas obligatoire, tout le monde fait ce qu'il veut, mais de voir que les gens, tous en fait, elles se sont toutes mises à s'aimer assez quel que soit leur physique, ça n'a rien à voir. Elles se sont toutes mises à s'aimer assez, à être assez à l'aise dans cette salle avec le reste du groupe pour se mettre en brassière. Et pour moi, c'est juste, voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est pas le fait en lui-même de la brassière, c'est l'idée derrière qui me touche. C'est ça que ça t'amène, le sport ? D'avoir confiance en soi ? Ouais, complètement. En fait, moi, c'est pas du tout physique. C'est-à-dire que le physique, tu vois, on me dit toujours, pourquoi tu fais pas des photos avant-après sur ton Instagram de tes clientes ? Mais parce que je m'en fiche, en fait. Donc oui, j'ai de la chance que maintenant, elles font les cours et elles ont le six-pack, le truc, etc. Et elles sont trop contentes. Mais c'est tellement pas pour ça qu'on fait du sport. C'est pourquoi, alors ? Mais parce que le sport, en fait, mais quand je dis le sport, c'est la vie, c'est que je sais pas quelle serait ma vie sans le sport. Parce que le sport, c'est, tu fais une séance, t'es fier de toi. Donc, tu en veux en faire une autre, t'es fier de toi. Donc, si t'es fier de toi parce que t'as réussi une séance, quand il y a quelque chose qui va mal aller dans ta vie, je sais pas moi, avec ton copain, où il s'est passé quelque chose, tu vas faire, j'en sais rien, t'as une rupture difficile, puis tu vas au sport et tu te rends compte que t'as fait 3 push-ups de plus que l'année dernière, tu pouvais même pas faire une push-up, et maintenant t'arrives à en faire 8. Et même si t'as plus confiance en toi parce que tu t'es séparé, t'es mal, tu dis quand même, tu vois, c'est des progrès qui suivent et c'est des progrès, ça paye en fait. Tu le fais, au bout d'un moment, il y a du résultat. Que ce soit physique ou dans ta force ou dans comment tu te sens ou dans comment, j'en sais rien, comment tu dors ou dans comment tu manges ou dans comment... Et en fait, donc ça booste la confiance en soi parce que je pense que tu es fier de toi. Ensuite, c'est chimique. Quand tu fais du sport, tu as des hormones qui se relâchent dans ton corps, qui sont les hormones du bonheur, endorphines, etc. Donc en fait, c'est automatique. Donc ça, c'est complètement chimique. Donc tu as ça. Et puis c'est tout ce que ça te montre sur la persévérance, sur ce que tu peux arriver à faire que tu pensais ne pas pouvoir faire, et puis tout ça, c'est un cercle vertueux ensuite. En fait, plus tu te sens bien, plus tu vas peut-être pouvoir te dire, finalement, je suis dans une situation difficile au travail, mais finalement, peut-être que je peux m'en sortir. C'est un tout, en fait. Ça t'apprend sur des choses que tu sais même pas que c'est grâce au sport, en fait, je pense. Mais ça te donne une discipline qui t'aide dans plein d'autres choses. Parce que quand t'es discipliné, tu peux faire plein de choses quand tu es discipliné. Si au lieu de traîner au lit, tu as l'habitude de te lever faire du sport, peut-être que dans ton travail, tu seras plus organisé. Et comme tu seras plus organisé, tu auras plus de temps à passer avec tes amis ou avec ta famille parce que tu as fini plus vite, parce que tu es organisé, parce que le sport t'a donné une discipline. Enfin, c'est un tout, quoi. T'as donné combien de cours de sport dans ta vie ? Alors, je crois que je suis à près de 8000 cours dans ma vie. C'est juste énorme. On en parlait juste avant d'enregistrer. J'ai trouvé ça. Heureusement que je suis assise. Franchement. Et comment tu pourrais convaincre quelqu'un ou donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer, qui a jamais fait de sport dans sa vie, qui sait pas trop par où commencer, qui a peur aussi de pas y arriver. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Alors, parce que c'est quand même une question qu'on se pose. On se la pose tout à un moment. Alors, je sais pas comment dire. En fait, peur. C'est peur de pas y arriver. Mais de pas y arriver. En fait, tu vas faire ce que tu
ce que tu peux, quoi. C'est un cours de sport, c'est 1 heure. Normalement, le prof, il aime ses élèves. Donc, il va t'aider, il va t'accompagner. Il n'y a pas du tout de honte à avoir. Déjà, c'était un bon prof. Il doit savoir composer avec tous les niveaux, avec les blessures, avec les... donc, si tu veux, faut que tu sentes, peut-être va à un cours où quelqu'un t'a dit que la prof était sympa, tu vois, parce que voilà, faut venir, faut arriver, que la prof, t'as jamais fait, ok, aucun problème, t'inquiète pas, je t'explique un peu comment ça va se passer. Si t'as un souci, tu vas pouvoir t'arrêter. Si tu as peur, bah, c'est pas grave, un moment tu fais une pause, un moment tu te reposes, un moment, et faut y aller sans, en fait, faut juste y aller. Faut arrêter de se mettre des barrières tout seul, en fait. C'est-à-dire que moi, j'adore le changement, j'adore la nouveauté. Et si quelque chose est nouveau, au lieu de se dire mince, c'est nouveau, donc je l'ai jamais fait, donc j'ai peur, pourquoi ne pas retourner le truc? Ouais, c'est nouveau, j'ai jamais fait, trop cool. C'est tout en fait. Ça, c'est un peu ton leitmotiv quand même. Ouais. Franchement, moi, je vis dans des pays, j'ai jamais vécu. Mais tu vois, quand j'ai déménagé à Berlin toute seule à Berlin, si tu veux, ben oui, c'était dur. Mais c'était cool. Parce que c'était cool. Nouveau. Ben ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux reprendre de cette expérience? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, ma vie là-bas. Mais j'y suis partie. Et avec toutes mes affaires. Et vraiment toute seule. On me dit toujours, oui, mais t'as un copain. Mais non, j'ai pas de copain. Je pars toute seule. Vraiment. Et donc là, c'est un cours de sport, en fait. Il va rien se passer de mal. Tu vas essayer, tu vas faire ce que tu peux. Et ce que tu peux, c'est déjà bien, en fait. C'est déjà assez. Et donc, pour ça, tu proposes les 15 minutes par jour? En fait, c'est marrant, je dis toujours, 5 minutes, c'est mieux que 0 minutes. C'est-à-dire, ça peut être 15 minutes, ça peut être... donc oui, j'avais fait un programme qu'on avait développé avec le magazine Marie-Claire, où en effet, c'était 15 minutes par jour. Mais j'ai aussi un programme sur ma plateforme à la demande qui sont 10 minutes par jour. Des fois, je fais des challenges de 1 mois, 10 minutes par jour. Mais vraiment, c'est que 10 minutes, mais 1 mois. Mais ça, c'était en novembre. Là, j'ai eu les filles, elles étaient hyper contentes parce qu'elles se sont rendues compte qu'avec juste 10 minutes... à quel point, en fait, elle progressait, elle voyait des résultats. Donc, il vaut mieux se lancer des petits objectifs qui sont réalisables, mais qui sont tenables dans le temps, que de se dire, ouais, bon, maintenant, c'est bon, je m'y mets, je vais faire 1 heure par jour pendant 3 semaines, et après... Non. C'est comme on veut perdre du poids pour rentrer dans sa robe de mariée. Bon, très bien, mais c'est pas tenable. On va s'affamer pendant 1 mois. Oui, c'est possible, mais c'est pas tenable, ça, en fait. Donc, c'est un quick fix, comme on dit. Mais comment faire pour que quelque chose soit durable? Vaut mieux avoir des petits objectifs, 15 minutes par jour, mais même 10, en fait. Mais le faire et s'y tenir. Et donc ça, c'est toujours sur ta plateforme? Oui. Les 10 minutes par jour? Voilà. Il y a quoi dans ces 10 minutes? Alors, ça dépend. En fait, si tu veux, dans la plateforme, il y a vraiment de tout. Il y a des workouts de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45, 1 heure. Tu as les Brooklyn Flow, Brooklyn Bar, mais tu as aussi des par thème. Donc, tu as 10 minutes bras avec les poings, 10 minutes jambes avec la bande élastique, 10 minutes abdos et fessiers, 10 minutes juste adducteurs, 10 minutes juste abducteurs. Tu as vraiment de tout. J'essaie que ce soit vraiment varié. Donc, par exemple, sur le challenge de novembre, où c'était 10 minutes par jour, j'ai essayé d'alterner. Donc, si on avait fait fessier le lundi, le lendemain, c'était bras, ensuite, c'était abdos, ensuite, c'était 10 minutes d'étirement, ensuite, c'était 10 minutes... Donc, il y a vraiment de tout, en fait. Mais le tout, en fait, les 10 minutes, c'est un peu une excuse pour avoir la discipline de mettre de côté, du temps de faire son sport. C'est-à-dire que c'était 10 minutes d'étirement, mais tu t'es levé aujourd'hui et tu as fait les 10 minutes d'étirement. Le lendemain, tu vas faire 10 minutes d'abdos. Le lendemain, tu vas faire 10 minutes de cardio. Il y avait du yoga 10 minutes aussi, tu vois. Mais c'était plus une excuse pour leur mettre une routine sans leur dire, en fait. On me dit, ah, mais le workout d'hier s'est effacé, j'ai raté. Je dis, oui, il s'efface. Parce que le but, c'est pas que tu rattrapes 4 workouts d'un coup le vendredi. Le but, c'est que tu te sois levé lundi, mardi, mercredi, jeudi, et tu as fait tes 10 minutes à un moment dans la journée quand ça t'arrangeait, en fait. C'est mieux de faire le sport le matin que le soir? Alors, en fait, tu sais quoi? Ça dépend complètement des gens. Moi, j'adore le matin parce que je pense que... alors, faut dire, c'est très difficile de faire le sport le matin. Donc, quand quelqu'un va dire « Ah non, mais moi, le matin, je peux pas. » Oui, mais en fait, personne ne peut. Je vous rassure, c'est hyper difficile. Moi, je commence à 6h30 le matin, mon premier cours. Donc, c'est difficile. À New York, je partais de chez moi à 5h45 pour aller donner mon premier cours. Donc, c'est difficile. Je dis pas que c'est... Par contre, si tu veux, comment tu vas te sentir à la fin de ton cours?
ça dépasse largement la difficulté du début. C'est juste que ton cerveau, sur le coup, il se rappelle que de la difficulté du moment présent. Il a du mal à se rappeler le bienfait que tu as ressenti la veille, en fait. Mais ce qu'il faut, c'est que perpétuellement se forcer un tout petit peu, parce qu'en fait, le bienfait sur tout le reste de ta journée va largement dépasser la petite difficulté du départ de t'être levé, d'avoir fait ton sport. Donc moi, j'adore le sport le matin pour cette raison, parce qu'ensuite, c'est sur toute la journée que ça se répercute. Par contre, il y a des gens, voilà, ils adorent le sport le soir, et dans ce cas-là, il faut pas non plus tout le temps aller à l'encontre de ce qu'on veut. Si tu adores faire ton cours le soir, fais ton cours le soir. Moi, voilà, le matin, je trouve, parce qu'après, on passe une bonne journée. Mais il y a des gens qui disent non, moi je fais le soir parce que j'ai passé une journée stressante et ça me fait couper de la journée. Je connais des gens un ami à moi qui lui, après la journée, puisqu'il a un travail très exigeant, il peut pas rentrer avec sa famille le soir directement. Sinon, il emporte le travail avec lui. Donc, il dit, moi, je fais 1 heure de sport le soir et après, comme ça, je rentre, je suis détendue. Sinon, je suis pas bien avec ma famille, je suis de mauvaise humeur, etc. Donc, faut juste trouver faut trouver sa formule, en fait. Et le prix de l'abonnement ? Alors, c'est l'abonnement à la demande. C'est 250 par an. Donc, ça revient à 20,8 € par mois, ce qui est vraiment pour un accès illimité. Donc là, il y a plus de 100 vidéos et il y en a une nouvelle par semaine. Plus tu entres dans un groupe Facebook où on se motive les uns les autres, il y a les challenges, etc. Donc, il y a régulièrement des challenges pour redynamiser le truc. Et puis, tu reçois des emplois du temps de suggestions. Donc, si tu n'as pas d'idée, qu'est-ce que je vais faire ? Tu reçois un petit emploi du temps qui dit cette semaine, tu peux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, t'es guidé. C'est pas juste t'es membre et puis tu te débrouilles. J'essaye vraiment de faire partie du quotidien. Et puis, tu as l'abonnement au mois pour ceux qui veulent pas s'engager à l'année qui est à 30 € par mois. Hyper accessible. Hyper accessible. Et t'as de tout. Parce que la plateforme, elle réunit le yoga, du HIIT, de la barre. Donc, c'est plutôt pilates, HIIT, yoga. T'as yoga dynamique, t'as yoga doux, t'as du stretching, t'as des mini-workouts, t'as des tutos. Donc, j'ai essayé de regrouper tout ce que j'aimais faire et toutes mes connaissances dans cette plateforme pour avoir une offre qui est vraiment complète. Ok, merci. On va s'inscrire directement après l'émission. Je pense que là, moi, je suis surmotivée. Tu es à fond, là. Carrément. On est là aussi pour parler d'influence, de ton compte Instagram. Oui. Tu es pratiquement à 30 000 followers. Oui. Comment tu communiques avec ta communauté ? Est-ce que t'interagis beaucoup avec eux ? Ou... Parce qu'il y a 30 000 personnes. Ouais. En fait, si tu veux, c'est ça un petit peu aussi. C'est là où j'atteins un petit peu un espèce de mur. C'est que j'ai absolument aucune stratégie. Genre, c'est pas bien, pardon. Si tu veux, mon Instagram, il est monté à l'époque à New York. J'étais à 30 000, mais c'était à l'époque où personne dans la fitness n'avait 30 000. C'était en 2018, 17. C'était assez rare en fait. Et là-bas, ce qui plaisait là-bas était complètement différent d'ici. C'est-à-dire que ce qui plaisait là-bas, c'est que les gens voyaient que j'avais des journées de folie. Ils voyaient que j'avais donné mes 8 cours, que j'avais pris un cours de danse classique et que soit je rentrais chez moi et je te faisais une full ratatouille, un 3-course dinner, soit j'étais dans une ouverture, une soirée, un opening de je ne sais quoi ou dans un gala de je ne sais qu'est-ce. Et le lendemain à 7h, j'étais rebelote au travail, etc. Donc aux États-Unis, c'est ça qui plaisait et c'est monté comme ça très naturellement en fait, parce que le feedback que j'avais, c'est qu'on m'envoyait merci parce que je suis motivée. Parce que des fois, je passe une journée et je me dis, maintenant, je m'expose sur le canapé, j'ouvre ton Insta, je vois que t'en es à ton 8e cours et du coup, je vais à la gym grâce à ça. Donc, merci. Et c'est beaucoup ça. C'était toujours le même thème, en fait. Arrivé à Paris, c'était un petit peu difficile parce que déjà mon Instagram il est en anglais, donc encore une fois c'est parce que voilà la communauté elle est internationale et que mes cours sont en anglais et que je pense que ça donne un vrai dynamisme. Toi, tes cours sur ta plateforme sont en anglais ? Oui. Alors par contre, faut pas que ce soit une barrière parce qu'il y a beaucoup de gens moi mes cours à Paris étaient en anglais. C'est-à-dire que le cours est en anglais et il y a une raison derrière. C'est qu'en fait pour moi la langue du fitness c'est l'anglais. C'est-à-dire qu'on peut dire que la poésie, peut-être que la langue française se prête à la poésie et que, par exemple, peut-être que Baudelaire, en anglais, c'est nul. Non, mais... C'est oui ou non ? Je suis complètement Baudelaire, d'accord. voilà, ou tu vois. Donc, pour moi, tout comme Baudelaire en anglais, c'est sûrement moins bien, eh bien, un cours de fitness en français,
Pour moi, c'est moins bien. Parce que c'est moins chantant. L'anglais, c'est plus chantant. Alors, je trouve parce que c'est moins direct. C'est-à-dire qu'il faut être clair, précis et que ça aille vite et que tu puisses faire que ton message il soit compris tout de suite. C'est pas Marcel Proust, le cours de fitness. On va pas, voilà. Donc, faut pas faire une phrase. Faut aller. L'anglais, les verbes sont des verbes d'action. Pulse, talk, press, reach. Voilà. Et donc, pulse your leg up. Maintenant, faites des petits battements avec la jambe. Tu vois, on n'a pas le temps, en fait. Il faut que ça aille vite. Et donc, ça crée une dynamique générale. Sur le cours. Et on me l'a beaucoup dit en début, mais t'es sûre que tu vas donner les cours en anglais? Et en fait, bon, c'est un peu, peut-être que j'ai tort, hein, je sais pas. Mais je pense vraiment, et je veux encourager les gens qui là se disent, ah bah non, alors. Je vous assure, votre cours, il sera bien parce que l'anglais va vous apporter en dynamisme, etc. Je montre le cours, donc au bout d'un moment, si tu veux, un pulse, vous allez savoir ce que c'est, un press, c'est pas compliqué, hein. Donc, c'est les deux premiers cours. Mais ensuite, une fois qu'on sait ce que ça veut dire, on n'a même plus besoin. Et de toute façon, moi, je monte, je fais en même temps, etc. Mais par contre, je pense que la langue anglaise va beaucoup va créer un dynamisme qui fait que quand tu fais une vidéo à la demande, il est facile d'attraper ton téléphone et de faire autre chose et de se dire, oh, bon, non. Ça te garde intéressé, ça te garde vraiment. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a un vrai plus parce que c'est en anglais, y compris justement pour ceux dont qui la langue anglaise n'est pas leur première, et sans non plus mentionner que j'ai beaucoup d'élèves qui ne parlaient pas anglais. Oui, bah c'est sûr. Et qui, à force de cours avec moi depuis machin, comprennent tout, etc. Et en fait, n'empêche, quand on y pense, si ça se trouve, cours d'anglais gratuit. Non, mais il faut voir les choses comme ça, au lieu de se dire, ah bah non, c'est en anglais, je vais pas. Mais attends, en plus, tu vas apprendre l'anglais. Quand même super. Moi, quand j'étais à Berlin, que je prenais des cours en allemand, je me disais pas, mince, je comprends rien. J'ai dit, ah, comment? Ah, on dit ni, on dit kni. Ah, là, tu vois, donc, comme ça, j'ai eu du vocabulaire. Donc bon, on peut voir comme ça aussi. C'est quoi la journée type de Julie? Alors, la journée type de Julie, elle a beaucoup changé. Mais on va dire la journée type Alors, la journée type en ce moment, mon premier cours est à 6h30 parce que je suis basée à Lisbonne. Et il y a 1 heure de décalage. Donc, mon cours de 7h30 heure de Paris, il est à 6h30 du matin. Donc, je me lève à 5h54 pour être précise. C'est très précis. Et ensuite, mais moi, par contre, je me lève et j'ai pas de problème de traîner au lit, etc. Donc, je me lève, je me douche, maquillage pour le cours, etc. Je prépare tout. Je donne mon cours à 7h15. Je finis mon cours. Petit-déj avec mon oatmeal latte. C'est absolument important. Jusqu'à 7h30. Et ensuite, de 7h30 et là, toute la journée, c'est un mix je gère la plateforme à la demande. Donc, soit j'enregistre des cours, parce que j'enregistre des vidéos, soit je gère tout ce qui est abonnement, faire de la promotion, faire des vidéos aussi pour l'Instagram, j'ai beaucoup de meetings avec des marques pour essayer de faire des partenariats avec des hôtels. Il y a toujours plein de projets différents. Là, on m'a demandé d'une chaîne d'hôtels à Hong Kong, m'a demandé de faire partie peut-être d'un projet avec eux qui serait quelque chose d'assez donc c'est à Hong Kong, je sais même pas au départ comment, tu vois. Et donc il y a toujours des projets en cours. C'est beaucoup aussi essayer de rencontrer les gens. Et ensuite, moi, je prends un cours en ligne avec mes profs new-yorkais. Parce que pour moi, voilà, c'est hyper important et je préfère prendre ce cours en ligne où je sais que c'est mon prof et c'est un bon prof, etc., que d'aller dans un studio et n'être pas sûr que le cours, tu vois. Donc, je prends mon cours en ligne et ensuite, je redonne un cours le soir. Et donc je finis, grâce à cette heure de décalage, je finis plus tôt, comme je commence plus tôt, donc je finis à 19h30. C'est un cours qui finit à 20h30 à Paris. C'est quand même une longue journée. Une très longue journée. Ouais, 6h30, 19h30. Et pas de pause, hein. Ton petit plat préféré qui va te donner du boost pour toute la journée? Ah là 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 là. Ils le savent, ceux qui me connaissent, ils ont déjà répondu. J'en ai 2, c'est l'avocado toast. C'est pas, non, c'est plus original, mais ça fait aussi 6 ans que c'est comme ça. Et le l'acai bowl.
Est-ce que si un jour ton corps ne te permettait plus de continuer ce métier, Ouais. Est-ce que tu as un plan B? Oh là là. C'est dur ce que tu me demandes. Écoute, mon plan ou mon... Je pense qu'à terme, de toute façon, puisque les méthodes, elles sont claires, elles sont précises, elles sont testées, elles sont approuvées, etc. Le plan, c'est de pouvoir former des gens dans ces méthodes et de pouvoir étendre tout ça et pouvoir, puisque moi, toute seule, c'est sûr, je peux pas tout faire, je peux pas. Donc, je pense qu'un jour, les autres prendront le relais sur les méthodes et Brooklyn Bar, ce sera donné par d'autres gens que moi, et Brooklyn Flow et Ballerina Body, etc. Donc, auquel cas, je pense que je devrais manager tout ça, être sûr que la qualité reste au top, etc. Donc, ce sera plus quelque chose comme ça qui sera de superviser et d'être sûr qu'on... mais bon, ça, c'est dans tu vois, dans longtemps, j'espère. Tu formes pas déjà des gens? Eh bien, je forme pas encore. En fait, on m'a approché pour me demander de former des gens dans mon Brooklyn Bar. C'est quelque chose que, ouais, je peux le faire. En fait, j'adore former, mais pour l'instant, j'ai pas encore commencé ça parce qu'il faut, si tu veux, il faut que je vois est-ce que j'accepte que Brooklyn Bar soit donné dans d'autres studios que le ou les miens. Est-ce que, voilà. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent approché parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont ce savoir-faire de la barre. Donc, je sais que je vais le faire. Il faut juste que je réfléchisse sur la meilleure formule pour moi. Est-ce que c'est de former des gens qui travaillent forcément pour moi? Est-ce que c'est... voilà, il y a un studio qui ouvre à Paris le mois prochain et pour lequel j'ai créé la méthode, par exemple. Donc, ils ont fait appel à moi pour leur créer. Donc là, je leur ai créé une autre méthode qui n'était pas la mienne déjà. Donc, j'ai travaillé pendant 4 mois pour leur créer la méthode. Voilà. Donc, je sais que je crée des méthodes. Donc, je peux créer une autre méthode. Donc, peut-être qu'un studio ouvre et font appel à moi pour créer leur propre méthode. Est-ce que, voilà. Donc, mais former des profs, c'est clairement quelque chose que j'aime faire et qui est, je pense, dans le futur pour moi, ouais. Ok, merci. L'une de mes dernières questions, est-ce que tu as un compte Instagram que tu aimes suivre, une autre personne dans le fitness ou alors le compte Instagram des avocats au toast. Des avocats au toast. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est trop dur. Alors, ok, peut-être qu'il faut que j'avoue. Allez, dis-nous tout. Est-ce qu'il faut que j'avoue quelque chose? Ça vient de ce temps où j'ai eu ma hernie discale et où je t'ai dit que j'ai arrêté Instagram parce que Instagram, c'est génial, mais ça peut être un piège. Et donc, j'ai une règle. Et moi, je ne regarde pas Instagram. D'accord. C'est-à-dire que je poste. Alors, c'est pas bien, hein, mon agent va me gronder. Non, mais ça veut dire il y a aucune comparaison aussi. Il y a aucune comparaison. Alors moi, tu vois, mon Instagram, voilà, j'avais même à l'époque, je m'en rappelle, moi j'avais fait tout un truc, mais c'était à l'époque à New York, j'écrivais des longs textes sur Insta, c'était comme un journal. Et j'avais dit, moi je ne mens jamais sur mon Instagram. Donc si ça va pas, voilà, il faut. Quand j'étais partie d'Instagram, je leur avais écrit. J'avais fait là, mon corps il a besoin de moi. Je suis au bout du rouleau et je pense qu'Instagram ne va rien m'apporter parce que je suis allongée sur le dos. Qu'est-ce que je vais voir? Des gens dans des super vacances sur des yachts, etc. Donc si ça ne m'apporte pas, ça me pollue l'esprit parce que je pense que je suis trop sensible. Je suis hyper sensible en fait. Donc je m'inquiète. Ah ouais, je devrais faire ça. Donc en fait. Donc, je dis pas aux gens, faut pas regarder Instagram puisque thématiquement il y a des comptes intéressants, mais j'essaye de pas interagir parce que j'ai beaucoup trop de travail par ailleurs. Si j'ai quelque chose à poster, je poste. Par contre, si je commence à regarder Instagram, je sais que ça va. Tu vois, moi le soir par exemple, je lis. Tous les soirs, je m'endors en lisant. Je lis au moins 45 minutes tous les soirs. Tu vois. Je trouve que c'est un piège. Il faut se limiter avec ça. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment... alors je vais vous dire... Alors j'en ai une, ça n'a rien à voir avec le fitness. Mais alors, vous allez rigoler. Comment elle s'appelle? Il faut que je te redonne. C'est
Hailey quelque chose, c'est des sketchs, c'est une anglaise, elle fait des sketchs c'est très féminin. Elle est son cœur, après elle est sa vessie, après elle est ses règles et elle a une conversation avec elle-même, mais c'est my stomach, oh today nanana, my period, hey guys I'm coming, get ready, everything's gonna suck, et après elle se dit my brain, et donc chez Hailey quelque chose 3, il faut absolument que je retrouve. Et voilà. Mais non, j'avoue que je suis vraiment désolée de pas. Je suis une grosse déception sur on me pose cette question du compte fitness, Instagram et tout. Non, mais moi je trouve que c'est comme ce que tu dis pour le sport, cette régularité aussi de pas être trop ou pas assez, mais justement de tout faire un petit peu entre guillemets. Ouais, exactement. Et aussi parce que je fais ce que je fais. Comment dire, ce que je fais, j'y crois en fait, et donc je continue sur ma lancée. Et des fois, c'est bien d'avoir des inspirations. Il y a énormément de gens dans le monde qui m'inspirent, hein. Mais par contre, je continue sur ma lancée dans ce que je crois. Et des fois, on peut s'éloigner du but parce qu'on regarde à droite à gauche. C'est très beau ce que tu dis. D'où vient cette force de caractère quand même? Je trouve ça dingue. C'est gentil. Je crois qu'elle vient de mon grand-père qui avait vécu des choses vraiment pas faciles et qui s'est jamais plaint. Alors lui, moi je me plains. Attention. Mais lui ne s'est jamais plaint un jour dans sa vie, toujours de bonne humeur. Jusqu'à vraiment il y a 80 et quelques, qui faisait son vélo tous les jours. C'est mon meilleur ami, c'était mon meilleur ami, mon grand-père, et il a une force de caractère énorme. J'espère, enfin je pense pas l'avoir autant que lui, mais j'espère avoir pu prendre ça un peu de lui. Et puis j'ai des parents qui sont forts de caractère. Dans ma famille, on est tous des. Mais j'espère, je crois que le fait d'avoir suivi cette passion qui c'était pas facile. En fait, après, j'ai plus le choix, c'est-à-dire que j'aurais pu suivre peut-être un parcours un peu plus typique, disons. Et j'ai tellement dû me battre qu'en fait, après, c'était trop tard. C'est-à-dire que quand t'as toujours dû te battre, parce que la danse classique, c'est très difficile, puis je suis partie tôt, puis je t'ai dit, au début, mon père était pas trop d'accord, puis après, tu vois, t'as plein d'obstacles. La danse classique, c'est pas grand, oh, tu es magnifique, ma chérie, viens, je te donne il faut tout le temps se battre contre les autres, contre soi-même, En fait, après, tu peux plus reculer. Tu t'es tellement battu que tu peux plus. Qu'est-ce que tu te fais maintenant tu vas pas dire bah ouais, maintenant j'ai un obstacle, c'est là que t'abandonnes, cocotte, alors que t'as fait tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est ça. Et puis je pense que la passion, c'est une grande chance. Et je pense qu'il est jamais trop tard pour se découvrir une passion. Et que ce soit une passion de laquelle on vit, comme j'ai la chance de faire, ou une passion qui est comme un hobby, c'est un cadeau d'avoir une passion, parce que ça nous garde. En vie, quoi, ça nous motive, quoi. Par exemple, moi, ce n'est jamais une contrainte de faire du sport. Je me dis pas, oh mince, non, faut que j'aille. Quelle chance. Mais ça peut être les échecs, hein. Je sais pas, n'importe quoi, en fait. Mais j'incite faut essayer. C'est pour ça qu'il faut essayer des choses et qu'il faut pas avoir peur. Ça se trouve, tu commences ton premier, comme moi, j'ai eu la chance de faire quand ma copine m'a traînée au yoga. Mais elle m'a traînée, hein. Mais je suis tombée amoureuse instantanément. Et si elle n'avait pas insisté, et que moi j'étais restée sur mon truc, ah bah non, je vais pas au yoga, je serais passée à côté de cette chance immense que j'ai d'avoir une passion dans le yoga et d'aimer le yoga autant. C'est quelle erreur j'aurais fait de pas y être allée. C'est ça. Merci pour ces belles paroles de fin, Julie. Merci à toi. Je suis vraiment ravie de t'avoir reçue sur Remarque. Et moi donc, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'échanger avec toi? Alors, Instagram, si vous regardez Instagram, je serais ravie de vous... mais je vous fais toujours, par contre, quand on me suit, j'aime toujours faire une petite connexion. Donc, je connecte toujours, etc. Par contre, avec les gens qui me suivent. C'est Juju on the Rocks. Par contre, le O de Rocks, c'est un 0. C'est très compliqué. Donc ça, c'est sur mon Instagram. Je crois que si on tape Julie Granger Fitness, j'apparais. Et sinon, c'est thestudioparis.com, où là, on peut avoir accès à mes cours en live stream, donc que je donne tous les jours en direct, de gens d'un peu partout. Donc c'est assez sympa de faire son sport avec tout le monde. Et avec cette plateforme à la demande qui vous permet de vous inscrire et de faire un cours avec moi d'où que vous soyez et quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note, je vous avoue que les 5 étoiles sont mes préférés. Pour suivre le programme, je vous retrouve tous les mercredis sur le compte Instagram Remarque Podcast pour l'annonce du prochain invité. Sinon, je vous dis à lundi pour le prochain épisode.